Dans l'actu, c'est vous, donc aujourd'hui, on parle de Mayotte, une île tragiquement marquée samedi dernier par le passage du cyclone Chido qui a causé des dégâts considérables et fait une centaine de morts pour l'instant. Derrière ces chiffres, ce sont des familles, des communautés, des vies brisées dans un territoire déjà confronté à de nombreux défis. Pour en parler, nous serons en visio avec Mouniati Abdou Chakour, mahoraise vivant en France hexagonale depuis 2 ans. Elle nous donnera des nouvelles de ses proches sur place et parlera de la façon dont l'État français gère cette catastrophe. Avec nous en plateau, nous avons Naofel Mohamed et Lucas Roxo, 2 journalistes qui étaient à Mayotte il y a quelques mois pour un reportage apparaître dans la revue Contre-jour, un reportage où ils se sont intéressés à la jeunesse mahoraise. On reviendra avec eux sur ce qu'ils ont pu constater, observer sur place, sur les conditions de vie de la population, entre violence, manque d'eau et opportunités limitées. Bonjour messieurs, bonjour madame, merci d'être avec nous. Ma première question sera pour vous, Mounia Abdou Chakour. Comment avez-vous vécu l'annonce justement de ce cyclone? Comment vous l'avez appris et comment l'avez-vous vécu? Oui. Alors, bon, déjà, je me permets un petit... Ah, excusez-moi, les aléas du direct. Je me permets un petit rectificatif sur mon nom, Allez-y. Mouniati Moana Chakour. Ah pardon. Et donc, comment j'ai vécu l'annonce de ce cyclone? Alors, j'ai entendu parler de ce cyclone qui allait frapper Mayotte peut-être mercredi ou jeudi. J'avoue, comme beaucoup de Mahorais, l'avoir vécu avec une certaine légèreté, parce qu'on a l'habitude à Mayotte d'avoir des alertes cycloniques et que les cyclones ne passent pas. Et puis, on n'avait pas l'impression que le sentiment de gravité avait frappé tout le monde. Beaucoup ne croyaient pas à ce cyclone. L'aéroport de Mayotte était encore ouvert vendredi soir à 19h, à 20h. Il a été fermé seulement vendredi soir à 20h, alors que l'alerte rouge a été décrétée à 22h. Donc, ça veut dire que à la veille d'une catastrophe aussi importante et qui était prédite, on a permis à des gens de partir en vacances. Donc, si vous dites aux gens que l'aéroport va rester ouvert jusqu'à 20h, les gens prennent les choses légèrement. Du coup, dans un premier temps, sur l'annonce, oui, de manière légère, en ne mesurant pas ce qui pouvait se passer. Et donc depuis samedi, depuis que le cyclone donc, a frappé l'île, quelles sont les nouvelles que vous arrivez à avoir, si jamais vous arrivez à avoir des nouvelles de vos proches sur place? Alors samedi, c'était le déni. Pour moi, c'était le déni parce qu'on a toujours du mal à accepter qu'une telle catastrophe nous frappe notre île, qui est un peu nous, qui est un peu notre chair. Donc moi, samedi, j'étais dans un déni. Et les premières images choquantes qui me sont arrivées, ce sont les vidéos de la maison d'une amie, une maison que je connais, où je suis allée plusieurs fois, qui n'avait plus de toit, qui n'avait plus de salon, le toit s'était effondré. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, mais mon amie, elle n'a pas de chance, c'est exceptionnel ce qui lui est arrivé. Je suis sûre que c'est une des seules à qui c'est arrivé une telle catastrophe, une personne qui a perdu son toit, sa maison, qui doit tout reconstruire, qui n'a plus de salon. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai reçu des mêmes nouvelles de toits arrachés, de maisons qui ne sont plus, de gens qui disent on a tout perdu. Et là, en fait, ce n'était plus de l'exceptionnel. Là, actuellement, il y a des milliers de Mahorais qui ont perdu leur toit. On a tout l'habitat informel qui n'existe plus. On y reviendra sur Ouais. ces habitats informels. Et donc, au fur et à mesure des nouvelles, on prend l'ampleur de la catastrophe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, à 48 heures après le drame, 99% des Mahorais ne sont pas connectés. C'est ce qu'a annoncé Orange dans un communiqué. Donc, les Mahorais sont coupés du monde. Ouais. On a des nouvelles de Mamoudzou, on a des nouvelles de Petite Terre, mais le reste du territoire, le sud, le centre, le nord, on a très peu de nouvelles. Les personnes qui sont sur place sont coupées du reste de leur famille. Moi, par exemple, j'ai un cousin qui est sur Mamoudzou, qui ne pouvait communiquer qu'avec ma mère, qui est à La Réunion, qui ne pouvait pas communiquer avec le reste de la famille, qui est éparpillée dans les autres villages de l'île. Donc, 48 heures après, on ne sait pas ce qui se passe partout à Mayotte. Ça, il faut bien l'entendre. Naofel,
Et Lucas, donc je le rappelle, vous êtes journaliste, vous avez fait un reportage dans la revue Contre-jour sur justement la jeunesse mahoraise. Quand vous avez appris tous les deux justement ce qui s'est passé samedi, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez réussi à avoir des nouvelles, peut-être des gens que vous avez pu rencontrer quand vous étiez sur place il y a quelques mois? Naofel? Déjà, pour commencer, je voudrais commencer par présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un membre de leur famille, un ami, un proche, un voisin, parce que c'est aussi ça, voilà, le premier des drames. Dans un second temps, un appel à la solidarité, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, aidez et contribuez voilà, du mieux que vous pouvez. Moi, je suis moi-même originaire de cet archipel, et c'est vrai que, comme elle l'a répété, la prof juste avant, on est habitué à voir désolé. Appelle-moi Mignetti. On est habitué à avoir des épisodes de cyclones, il faut se le dire, et que voilà, les îles, elles sont aussi habituées à avoir des vagues. On est aussi habitué aussi, voilà, à voir tous ces phénomènes qui se déchaînent sur nous, mais on relativise toujours, on s'en remet toujours à Dieu. Et c'est aussi peut-être ce point-là qu'il faut aussi insister en se disant, même lorsqu'on a un cyclone dans ces territoires-là, dans cet archipel-là, on va d'abord et avant tout s'en remettre à Dieu. Et ce n'est pas normal dans un département français. Et donc, je voulais juste commencer par ça en disant que voilà, on a l'habitude d'entendre parler des cyclones, on a l'habitude de voir des cyclones, mais de cette ampleur-là, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est pour ça qu'on est durement touché. Moi, je connais personne dans mon entourage qui fait comme si c'était un événement anodin. Parce que, comme je l'ai dit, on a toujours un ami, un frère, un proche à Mayotte. Nous, on a eu la chance d'y aller 2 fois. Et encore une fois, en arrivant, j'ai pensé aussi aux personnes qu'on a rencontrées. La première fois, on avait rencontré un jeune agriculteur. On pense à comment il va vivre demain avec ce qui vient d'arriver. On avait rencontré aussi une militante autour de l'eau. Comment demain, elle va mener son combat avec ce qui vient de se passer. Et puis, je pense aussi à tous les jeunes avec lesquels voilà, on a été, avec lesquels on a fait des projets, plus particulièrement à la Vigie. Et on sait que la Vigie, voilà, ça fait partie des quartiers dans lesquels on a très peu d'infrastructures. Lorsqu'on discutait avec les jeunes, ils nous racontaient que parfois, même lorsqu'il y a des difficultés, les policiers, les pompiers ne pouvaient pas accéder à la Vigie. Dans quel état c'est la Vigie aujourd'hui? On va revenir tout à l'heure. Totale solidarité pour ces personnes-là. Je voulais juste introduire par ça. Très bien, tu fais bien, Naofel, puisqu'on va parler tout à l'heure justement des conditions de vie des Mahorais et de comment ça se passe sur place en réalité, avant même ce cyclone. Toi, Lucas, un peu, juste je fais mon petit tour de table d'abord, mais justement, quand tu as appris tout ça, comment tu as vécu ça? Déjà, merci de nous avoir invités et merci de parler de Mayotte, parce que c'est vrai que Mayotte est relativement absente des discours médiatiques en France hexagonale, à part justement quand il y a une catastrophe ou quand on parle de sécurité. Donc je pense que... Et excuse-moi de te couper, tu fais bien de le préciser, j'avais oublié. À la base, c'est important de le dire, on avait prévu de faire cette émission sur Mayotte suite à votre article, donc c'était hors actualité donc catastrophique comme ce qu'on vient de raconter. On a considéré qu'il fallait quand même maintenir cette invitation et en apportant effectivement d'autres voix, des voix donc de Mahorais, comme celle de Mouniati, pour justement apporter une réalité à ce qui se passe actuellement. Mais à la base, déjà, on souhaitait, vu l'article qu'on avait pu lire donc, dans la revue Contre-jour, parler de Mayotte, parce que justement, on en parle peu. Pardon, je t'ai coupé, mais je te laisse poursuivre. Aucun souci. Non, c'est vrai que du coup, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la situation sociopolitique à Mayotte, mais c'est vrai qu'on a eu l'opportunité avec Naofel 2 étés d'affilée, grâce à une résidence portée par une structure culturelle, les Ateliers Médicis, d'aller en fait en immersion à Mayotte pour mener des projets éducatifs de transmission autour du journalisme et de l'audiovisuel. Et c'est vrai qu'un des endroits où on a le plus travaillé, qui est un peu devenu notre base, c'est le quartier de la Vigie, qui est donc sur Petite Terre, qui est situé entre la ville de Pamandzi
et la ville de l'Abattoir, qui est en fait une ville dans la ville qui a émergé ces dernières années, notamment avec beaucoup d'habitats informels et notamment avec beaucoup de maisons en tôle. Et on se faisait la réflexion, puisqu'il y a un projet de rénovation urbaine qui est prévu à la Vigie avec Nofal, quand on y était, que les images qu'on faisait, certainement, ce seraient les dernières fois que l'urbanisme et l'architecture ressembleraient à ça, parce qu'il y allait avoir beaucoup de construction. Et on ne se doutait pas à l'époque qu'en fait, ce qui allait changer la face de ce quartier, c'était plus de la destruction que de la construction. Mais c'est vrai qu'on a une pensée très forte et très émue pour tous les jeunes qu'on a rencontrés à la Vigie, qui est un quartier vraiment très jeune, et où la grande majorité de l'habitat, comme le précisait Mouniati, est de l'habitat informel. Donc en fait, on n'a pas vraiment reçu d'images de petites terres jusqu'à présent. On a vu des images au drone en fait, de la dévastation, notamment autour de Mamoudzou et dans les quartiers plus en hauteur de Mamoudzou, au Vallon, etc., ou même la chaîne de télé Mayotte la Première, qui n'est pas construite avec de la tôle, a été bien abîmée. Et donc, on se dit dans quel état est la Vigie aujourd'hui. C'est un peu la question qu'on a, et on espère recevoir des nouvelles assez vite. Mouniati, vous l'avez abordé, ici aussi sur le plateau, Naoufal et Lucas l'ont abordé. La vie à Mayotte, avant donc, cette catastrophe, la situation sociale, économique, les habitations informelles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour qu'on se rende compte de ce dont on parle très peu finalement dans les médias français, de la réalité sociale et économique des Mahorais? Je pense que les gens savent quelle est la réalité sociale et économique des Mahorais, puisqu'on en parle tout le temps. Et quand on parle de Mayotte dans les médias, c'est quand il y a une crise. Je pense que les gens savent que depuis 2017, on vit une crise de l'eau. En fait, pour résumer, Mayotte, c'est l'île de tous les superlatifs. On a un système d'éducation saturé, on a un système de santé saturé au bord de l'implosion, on a la plus grande maternité d'Europe, on a une crise de l'eau sans précédent depuis 2017. Mayotte, parfois, il y a des coupures d'eau où pendant 2 jours, les gens n'ont pas à boire. On a le taux de pauvreté le plus important. On a le département avec le plus d'habitats informels, un tiers des maisons. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour rajouter à tous ces mots. C'est une concentration de mots et de crises. J'ai même oublié le plus important, l'insécurité. Donc, tous ces facteurs font qu'on est un territoire extrêmement vulnérable. C'est vrai qu'on fait partie des plus riches de cette région. C'est vrai que notre situation par rapport à Mayotte, par rapport aux Comores, par rapport à Madagascar, au Mozambique, elle est bien meilleure. Il vaut mieux subir... Alors, attention, ce que je dis, c'est de la géographie. Il vaut mieux subir un cyclone quand on est un département français que quand on vient du Mozambique, etc., qui est un pays où on se dit... En tout cas, dans notre imaginaire, on se dit, parce qu'on est un département français, normalement, on a les moyens de la France. Mais on a une concentration de problèmes, d'insécurité, de problèmes à tous les niveaux qui font que notre territoire est extrêmement vulnérable. Et ce qui vient de se passer a été prédit en 2019 par l'ancien préfet, il s'appelait M. Colombet, quand on annonçait un cyclone du nom de Belna. À l'époque, le préfet la population était prévenus 6 jours à l'avance, on nous a martelé, abritez-vous, on allait chercher les gens dans les bangas. Je ne suis pas sûre qu'on a pu le faire ou qu'on l'a fait là pour Chido. Et ce qui vient de se passer, ça a été prédit en 2019. Le préfet à l'époque avait dit, quand Belna va passer, il n'y aura plus de bidonville. Là, c'est passé, Chido est passé, tous ces quartiers sont rasés. On ne sait pas ce qui se passe sous les décombres. 48 heures après, toute l'aide n'est pas arrivée. Il n'y a pas de chien pour essayer d'aller fouiller sous les tôles. On ne sait pas ce qui se passe. Normalement, il devrait... Parce qu'on a filmé l'île d'en haut pour voir ce qui se passe. Normalement, il devrait y avoir un attroupement sur ces zones. Il n'y a rien, c'est vide. Donc là, 48 heures après, on laisse une île totalement à l'abandon. Personne n'est au chevet de Mayotte. 48 heures après, on laisse les gens mourir. Alors, on peut disserter longtemps sur les conditions, sur Mayotte en situation post-coloniale, néocoloniale, etc. Là, c'est pas le moment de revenir sur des choses que tout le monde sait. Là, il y a une urgence, des gens meurent, une population est abandonnée, on n'a pas de nouvelles de nos proches, on ne sait pas ce qui se passe au nord, au sud. Et moi, aujourd'hui, je voudrais profiter de la tribune qui m'est donnée pour alerter, pour demander à l'État, qu'est-ce que vous faites ? À quel moment toute la communauté internationale vient au chevet de Mayotte ? Quand Irma est passé, tout le monde était au chevet de Saint-Martin.
à quel moment l'aide vient concrètement à Mayotte? Oui, et en plus, C'est un peu là, ce que je voulais dire. Bruno Retailleau vient d'arriver ce matin donc, sur place, et l'une de ses premières paroles, c'est de dire qu'il va y avoir un renforcement de gendarmes et de militaires. Il a peu dit de choses justement sur ce que vous êtes en train de dire, sur la manière dont on peut gérer cette urgence-là. Qu'est-ce que justement vous pensez de cette... Enfin, vous venez un peu de le dire, mais de ce que vient de déclarer Bruno Retailleau en arrivant sur l'île? Ce que je pense, c'est que on a un territoire français qui a connu la catastrophe naturelle et dans les médias, on en parle peu. Les seuls quasiment qui en parlent, c'est BFM TV. Alors pour une fois, je vais les remercier. Mais CNews était en boucle sur le pape en Corse. En fait, il y a une dichotomie entre la réalité, l'horreur. Les gens ne réalisent pas que c'est l'horreur à Mayotte et l'actualité. Je me souviens quand il y a eu, vous savez, les 4 personnes qui se sont perdues en sous-marin pour aller voir le Titanic, mais on ne parlait que de ça dans les médias. Et ce qu'on a du mal à comprendre, nous, Mahorais, par rapport aux nouvelles qu'on reçoit, par rapport aux scènes d'horreur que nous décrivent nos proches, c'est pourquoi on n'est pas en boucle sur Mayotte. Pourquoi on n'a pas... Parce que on entend de la communication. Oui, ils nous montrent des images de réunions de crise pour nous dire on envoie du matériel, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher les gens qui sont sous les décombres? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la vie des habitants de Mayotte? Parce qu'il y a déjà 14 morts, en tout cas c'est le bilan qui a été annoncé. Le bilan, il va s'alourdir. Là, moi, j'aimerais juste qu'on ressente sur, là, concrètement, une catastrophe est passée. Que fait l'État français pour aider les Mahorais? Ça rejoint un peu ce que j'ai pu lire dans votre article, notamment la parole de certains jeunes qui disent on n'a pas l'impression qu'on est un département français comme les autres. C'est le cas, en l'occurrence, quand on voit la gestion de Mayotte. Ces jeunes-là, vous les sentez comment justement sur la situation globale de l'île et sur ce sentiment en tout cas de ne pas faire partie du paysage français comme... Justement, nous, c'est ce qui nous a le plus motivés à aller vers ces jeunes, parce que moi, je viens de Clichy-sous-Bois, et en réalité, la jeunesse mahoraise souffre des mêmes maux que la jeunesse des quartiers prioritaires en général. Donc, nous, quand on est à Mayotte, on va entendre beaucoup parler, par exemple, des bagarres, des rixes aux abords des lycées, donc comme ici, aux abords des établissements scolaires. Mais il est vrai qu'à Mayotte, tout est amplifié. C'est-à-dire que même lorsqu'on prend ces phénomènes-là, à Mayotte, c'est quasi tout le temps et chaque matin pour aller à l'école. Donc en réalité, ce qui est aussi affolant, c'est qu'on n'a peut-être pas l'habitude de le dire, mais que beaucoup de jeunes sont eux-mêmes terrorisés par la violence de certains jeunes. Nous, ça nous est arrivé un soir, par exemple l'année dernière avec Lucas, où un jeune il nous demande de le raccompagner, alors qu'il est lui-même du quartier, mais il a peur d'autres jeunes. Et donc, tous ces phénomènes-là, ça nous a poussé à aller vers ces jeunes, en se disant que, ayant grandi à Clichy-sous-Bois, j'ai eu la chance, par exemple, avec le collectif Assez le Feu, d'avoir des gens comme Mohamed Meshmash, ou d'avoir, par exemple, une mairie qui nous accompagnait sur certaines choses, sur certains projets. Et modestement, avec très peu de moyens, et avec les moyens d'une résidence artistique, on s'est dit, bon voilà, nous, ce que nous savons faire aujourd'hui, c'est peut-être de donner la parole aux gens, c'est de relayer des engagements, c'est de relayer le combat des gens engagés. C'est avant tout nous ce qui nous anime, et c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvés à prendre du plaisir. Pour le coup, il faut aussi le dire, parce que malgré que c'était difficile de se retrouver dans un centre social perché dans les bidonvilles de la Vigie, mais nous, on prenait du plaisir à aller là-bas parce qu'il y avait des jeunes, et des jeunes qui sont venus pendant 2-3 semaines, tous les jours, à nos ateliers. Donc c'est une forme aussi d'engagement, et c'est aussi pour ça qu'on pense beaucoup à eux, en se disant que hier, ils avaient besoin de nous, ces jeunes. Demain, ils vont encore avoir besoin de nous, et que Mayotte a besoin de ces jeunes aussi, parce que c'est l'avenir de ce territoire. Voilà. Lucas, je crois que tu voulais... Oui, juste pour rebondir un petit peu sur ce que Mouniati vient de dire.
déjà, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est quand même exceptionnel, que ça fait 48 heures que le cyclone est arrivé et qu'en fait, on n'arrive pas à avoir de nouvelles des gens. Quand vous disiez au départ, au début de l'émission, dans votre introduction, ou dans ce que Mouniati disait, c'est que en fait, Mayotte est complètement coupé du monde. Et en fait, il faut se rendre compte que... Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'une catastrophe naturelle qui est dans un endroit et où je ne peux pas avoir de nouvelles des gens qui sont sur place. Donc nous, en fait, ça fait 2 jours qu'on essaie de contacter les gens sur place. Donc on a eu quelques retours, notamment il y a une jeune qui a été jusqu'à Mamoudzou pour avoir du réseau, parce que c'est plutôt à Mamoudzou qu'on peut trouver du réseau. Mais en fait, tous les jeunes de la Vigie, il n'y en a aucun qui nous a donné de nouvelles depuis 48 heures. Donc en fait, on est inquiet. Et c'est une situation que moi, je trouve assez exceptionnelle, quoi, le fait de ne pas pouvoir entrer en contact avec les gens. Je voudrais revenir sur un autre truc, c'est que quand on parlait... tout à l'heure, de la situation vendredi, etc. Il y a eu des tentatives de mise à l'abri, c'est-à-dire qu'il y a des abris qui ont été créés pour que les gens puissent aller se réfugier là-bas. Et un des problèmes, c'est que, en fait, les personnes qui vivent à Mayotte, mais qui n'ont pas de papier, quoi, qui sont considérées comme étant illégaux sur le territoire, en fait, ont eu peur d'aller se réfugier dans les abris parce qu'ils avaient peur que, en fait, l'État français utilise les abris pour ensuite faire une forme de rafle et en fait expulser tous les sans-papiers. Donc, ils n'ont pas été dans les abris. Donc, en fait, c'est pour ça que ce qui se passe là aujourd'hui, et je pense que le retard pris par l'État français pour en fait venir en aide aux populations sur place est en fait une suite logique de la manière dont l'État français en fait traite Mayotte depuis la départementalisation. Je pense que en fait, voilà, là on voit que l'hôpital, nous quand on y était en fait, l'hôpital ils étaient déjà en sous-effectif, ils ont dû fermer des services d'urgence parce qu'ils n'avaient pas assez de monde et en fait ils pouvaient pas venir en aide aux populations sur les premiers soins. Et là, en fait, l'hôpital a été inondé par le cyclone. Donc, en fait, c'est encore pire, mais finalement, c'est que la suite logique d'avoir laissé un territoire complètement abandonné depuis tant d'années, quoi. Mouniati, quelle initiative, quelle action le public là, qui pourrait nous regarder pourrait faire pour soutenir Mayotte ou pour alerter encore plus fortement les pouvoirs publics? J'imagine que beaucoup de choses ont été faites, mais si vous avez peut-être un truc à nous dire aujourd'hui. Moi, l'action, c'est là, à mon niveau, si vous entendez, si vous voyez passer des cagnottes, si vous voyez passer des appels pour des dons, et que vous pouvez donner, on a besoin d'aide. Nous, ce qu'on a besoin, vraiment, c'est que les Mahorais sont entendus et que les gens prennent la mesure de ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression que les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Tout à l'heure, avant de me connecter, je lisais un tweet qui disait que lundi, le Premier ministre se rendait à Pau pour participer à un conseil municipal. Et parce qu'il veut toujours être maire de sa ville. Mais attendez, on a un département français qui a vécu une catastrophe humaine avec certainement des centaines de milliers de morts qui vont arriver. Le Premier ministre, lui, il est dans des priorités de considération de sa carrière à lui. Et donc, vous voyez, quand on lit ce genre de choses et qu'on est Mahorais, on est extrêmement en colère parce qu'on a l'habitude d'être méprisé. Depuis, on est méprisé, on a cette habitude. Mais sincèrement, naïvement, je pensais que face à une telle catastrophe, on allait enfin devenir la priorité. Et médiatiquement, le fait que ça ne couvre pas autant l'actualité, c'est affligeant. C'est-à-dire que ce qui intéresse là les médias, c'est le pape en Corse, et on ne parle pas des vies des gens qui sont en train de mourir à 8000 km dans un territoire français. Et quand les médias, des fois, en parlent, ils en parlent pour dire est-ce que cette situation à Mayotte va aider la crise politique, mais on s'en moque. On veut qu'on parle de nos vies, de nos proches qui meurent. C'est ça, en fait, qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Personne n'est à notre chevet. Et du coup, moi, là, je suis, comme tous les Mahorais, à la fois désespérée, en colère. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de nos amis, de nos proches qui sont, par exemple, dans le personnel médical, qui demandent à rentrer parce qu'ils connaissent le territoire, ils n'ont pas la barrière de la langue, qui ont écrit à leur hiérarchie, qui ont écrit au ministère et qui sont encore en hexagone. On a vu passer par une vidéo de la députée Estelle Youssoufa, on l'a vu quand elle s'est filmée en partance de Paris pour Mayotte, l'avion qui amenait des personnes de la sécurité civile, il était à moitié vide, alors qu'on a des compatriotes mahorais
qui demandent à rentrer pour aider. On a des gens qui ont été soignants à Mayotte, qui ont quitté le territoire, qui demandent à rentrer. Donc en fait, nous, ce dont on a besoin, c'est qu'on a besoin de l'aide humanitaire. Il faut que le monde soit au chevet de Mayotte. On ne comprend pas pourquoi les leviers européens ne sont pas levés, actionnés. On ne comprend pas aussi pourquoi l'aide internationale n'est pas actionnée. À côté de nous, on a des voisins, on a Madagascar, ils connaissent la gestion des cyclones. Pourquoi on ne leur demande pas de l'aide? Ils sont pas loin de chez nous. On pourrait avoir l'aide de l'Afrique du Sud. Donc, en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors, même si l'agenda politique est mal tombé parce qu'on était dans une crise politique à l'échelle nationale, effectivement, c'est pas une face à raison. des vies humaines, on s'en fout. Enfin, excusez-moi, mais... Non, mais vous avez raison. La priorité, ça devrait être Mayotte. Effectivement, mais en fait, ça confirme bien ce qu'on voit depuis tant d'années, et ça concerne toutes les dom-toms, en vérité. C'est que, est-ce que c'est des départements entièrement français ou entièrement à part? Finalement, on a la réponse, c'est entièrement à part. Et c'est, enfin, dans la gestion, en tout cas, politique de ces départements. Malheureusement, on va devoir conclure cette émission. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Naofel, car vous nous avez permis de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui. Et finalement, merci beaucoup, Mouniati, Mohana, Abdou, Chakour, d'avoir pu prendre la parole et développer tout ce que vous avez pu développer là aujourd'hui. Je vous remercie, messieurs. Merci à vous pour l'invitation. De rien. Est-ce que je peux, juste pour préciser une dernière chose, c'est que nous, on va lancer une cagnotte avec du coup le collectif La Friche qui porte la revue Contre-jour, où on va vendre des photos pour ensuite reverser les fonds pour des associations locales qui viendraient en aide aux personnes touchées par le cyclone. Et on a aussi créé, du coup, avec les jeunes dans notre projet avec Nofal, un média qui est géré de manière participative avec les jeunes de là-bas, qui s'appelle Maesha Yamaore sur Instagram, et qui va essayer de relayer un peu les informations qui se passent là-bas. Merci beaucoup pour cette info. Merci à tous les deux. Et je remercie encore Mouniati, Mohana, Abdou, Chakour.